Notez tout de suite qu'on débattra un peu plus tard dans la matinée de tous les aspects concrets de la dématérialisation des factures. Vous verrez que sur cette question-là, on va être le plus précis possible dans l'immédiat. Alors, on va définir ensemble le panorama national. Venez, Jérôme reprend place avec nous, en compagnie d'Alain Luminel, donc, qui est le responsable du pôle expertise financière chez Elisphère. Bonjour ou rebonjour Alain. Thomas Bonte, analyste scoring chez Credit Safe. Et Gilles Lambert, responsable du programme d'Untrade chez Altares. Voilà, prenez place, installez-vous. Je vous en prie, Alain. Gilles et Thomas. Et on va commencer avec Alain, qui est à ma gauche. Alors, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, certainement s'interrogent sur le remboursement du PGE. Il n'est peut-être pas tout à fait inutile, Alain, de rappeler que si l'année 2021 sera certainement placée sous le signe du recul du nombre de défaillances, la grande question, c'est d'évaluer la réelle capacité des entreprises à rembourser ces emprunts et de rester solvables en gardant des liquidités. On en parlait à l'instant. Vous avez la parole. Oui, alors, sur la première slide. Avec le micro, oui, je vous en livrerai un. Voilà, vous l'avez. Donc, sur la première slide, je vous ai mis un schéma en fait, de la trésorerie des entreprises selon une étude du Conseil d'analyse économique. C'est un conseil qui est animé par de brillants économistes, qui est présidé sous l'égide de Matignon et finalement qui reflète la situation suivante. On voit que la trésorerie des entreprises est plutôt bien orientée. Donc aujourd'hui, le risque de liquidité, en tout cas sur 2021, il est complètement écarté. Alors pourquoi? Parce qu'on a tous en fait les réponses, hein, c'est-à-dire qu'il y a une aide massive de l'État, c'est les PGE. On a prêté à 688 000 entreprises et sur ces 688 000 entreprises, seulement 4 000 ont fait l'objet d'un défaut. Ça représente un taux de probabilité de défaut de 0,6%, donc c'est ce qui est extrêmement faible. L'endettement lui-même n'est pas un problème. Le problème, c'est bien sûr la capacité des entreprises à pouvoir rembourser la dette. Donc là, on voit que quand même, il va y avoir des fortes tensions. Donc, toujours selon cette étude-là, on voit qu'un certain nombre d'entreprises seront en incapacité, entre 15 et 25%, de rembourser la première échéance de la dette. Donc là, il y a des débats, bien sûr, qui se mettent en place en se disant il faut restructurer aujourd'hui la dette PGE. On voit que finalement, la garantie de l'État peut être étendue à 10 ans pour des entreprises qui passent aujourd'hui sous tribunal. Mais on voit que la restructuration de la dette PGE, ça va poser un problème de fond également pour la dépendance financière des entreprises. Alors, en matière de finance, on essaye d'être relativement précis déjà sur la terminologie. Souvent, on confond solvabilité, liquidité et trésorerie. Donc la première chose, c'est pas parce qu'une entreprise est solvable qu'elle est forcément liquide. Donc une entreprise peut avoir un actif immobilisé important et ne pas pouvoir faire face à ses dettes fournisseurs et ses dettes fiscales et sociales. Donc ne pas mélanger en tout cas liquidité et solvabilité et vraiment mettre l'accent sur la liquidité d'entreprise. La trésorerie n'est pas forcément la liquidité d'entreprise. La trésorerie est un élément de liquidité de l'entreprise, mais n'est pas la liquidité. En fait, la liquidité, ça répond à la question, est-ce que avec mon actif disponible, est-ce que je peux faire face à mes dettes exigibles à très court terme? Donc, on va vraiment, en tout cas sur les slides suivantes, et on va essayer de travailler sur des cas un peu plus concrets, de se projeter ce qui se passe actuellement. Vraiment, la première question à se poser aujourd'hui, si je dois analyser une entreprise, c'est vraiment est-ce qu'elle est liquide? Donc là, on travaille sur un cas d'école, sur une petite PME, qui accuse une baisse de son volume d'activité, ce qui est logique hein, par rapport au contexte, et qui dégage quand même une marge. Donc, quand je parle de la marge, je parle beaucoup de l'excédent brut d'exploitation parce que c'est important d'avoir une vision cash de l'entreprise. Donc, avec une marge en tout cas suffisante. Et la première question que je vais regarder en tout cas sur cette entreprise-là pour voir si elle a déjà consommé son PGE, c'est est-ce qu'elle est liquide aujourd'hui en 2021. Donc, il y a deux ratios qui permettent en fait de visualiser cet état-là, qui sont des ratios qui sont prônés par l'orthodoxie financière, qui sont le ratio de liquidité générale. Donc lui, logiquement, il arrive sur un niveau de 1. Donc là, par exemple, sur cette entreprise, on voit qu'on est sur des niveaux qui sont relativement élevés parce qu'elle a contracté un PGE de 600 000 euros. Et puis, on a ce ratio, le deuxième ratio de liquidité réduite qui, lui, va occulter en fait les stocks et qui va se poser la même question. Est-ce qu'avec mon actif disponible, moi, les stocks, est-ce que je peux faire face à mes dettes fournisseurs et fiscales et sociales? Donc ça, c'est vraiment la question qu'on doit se poser sur 2021
Déjà, est-ce que certaines entreprises sont déjà dans le rouge parce qu'elles ont consommé en fait leur PGE? Donc, on va mesurer en fait le taux de liquidité sur 2021. La deuxième question qu'on va se poser, je vais pouvoir enchaîner sur la slide suivante, c'est est-ce que cette pérennité, finalement, est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce que je peux m'appuyer sur elle à horizon 2022, 2023, 2024? Donc, l'intérêt, c'est de mesurer la résilience en fait de cette liquidité. Il faut avoir en mémoire que cette liquidité, finalement, c'est comme une rivière. Une rivière qui aujourd'hui qui coule abondamment, qui est alimentée par 3 robinets. Le premier robinet, ça va être un robinet qui va être un robinet de cash de l'entreprise. Donc, le cash de l'entreprise, ça va être le robinet qui va pouvoir matérialiser finalement le niveau de marge de l'entreprise. Donc, on sait que la marge, aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'était déjà un problème en 2019. C'est bien sûr un problème en 2020 et ça sera encore un problème, bien sûr, en 2021, 2022. Donc, on voit que ce robinet-là, finalement, il est complètement grippé. Donc, la bonne question qu'il faut se poser, c'est de se dire, finalement, quel est le bon niveau de marge aujourd'hui de l'entreprise et quel est le niveau de marge acceptable pour les années futures. Donc, souvent, on a cette notion de sectoriel. Donc, on se dit, finalement, on va regarder par rapport au secteur. On n'a pas vraiment les mêmes comparables. C'est surtout intéressant de regarder ce taux de marge brut par rapport également au modèle économique de l'entreprise, parce que durant cette crise, des entreprises également ont pu se réinventer. C'est pas pareil d'avoir 2% de marge pour un supermarché que 2% pour un industriel, par exemple. Donc ça, c'est le premier robinet, et on voit que ce premier robinet, il est finalement grippé aujourd'hui pour un bon nombre d'entreprises. Le deuxième robinet qui fonctionne bien, c'est le robinet finalement structurel de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'endettement. Et ce robinet-là, finalement, il fonctionne bien parce que le fonds de roulement, finalement, des entreprises aujourd'hui, il a parfaitement augmenté. La question qu'il faut se poser sur ce robinet-là, aujourd'hui, pour voir s'il est grippé ou pas, c'est quel est le bon niveau d'endettement. On sait que 20% aujourd'hui des entreprises, notamment des PME, souffrent d'une insuffisance en capitaux propres. Donc, il faut regarder finalement si cet endettement n'est pas supérieur aux capitaux propres de l'entreprise. Donc, il faut mesurer ce robinet-là parce que va se poser un problème de dépendance financière. Et puis, le troisième robinet, qui finalement est la conséquence des deux premiers, c'est le robinet par rapport à des délais de paiement. Parce que quand le premier est grippé, quand vous ne générez pas suffisamment de marge, quand le deuxième est grippé, parce que finalement, vous avez un taux d'endettement qui est trop élevé et qu'à un moment donné, s'il faut rajouter de la dette, votre banquier va dire non, ce n'est pas possible. Derrière, vous allez effectivement avoir des problématiques de délai de paiement, donc vous risquez de mal payer malheureusement vos fournisseurs. Donc, c'est ces 3 critères-là qu'il faut vraiment regarder. Il faut vraiment se projeter en fonction de ces 3 robinets. Et une dernière question que vous posez, comment déterminer la résilience de l'indice d'illiquidité? Alors aujourd'hui, on fonctionne souvent de liquidité, on fonctionne souvent sur des scores de probabilité de défaut, qui sont des scores qui vont mesurer la défaillance de l'entreprise, qui sont des scores qui sont majoritairement orientés sur 1 an. Donc, on voit très bien qu'aujourd'hui, ces scores sont plutôt bien orientés, ce qui est normal par rapport à une situation qui est bonne. Il faut pouvoir se projeter à horizon un peu plus lointaine. Donc, travailler sur une maturité des scores à horizon 2022-2023. Donc, ça, c'est la première chose. Ne pas se contenter aujourd'hui des scores à 1 an, mais avoir une projection vraiment dans le futur, parce que finalement, c'est les événements qui vont dicter en fait aujourd'hui notre prise de décision. Et puis, c'est de construire également des indicateurs aujourd'hui qui sont propres aussi à chaque secteur d'activité. On voit que chaque secteur est différent. On voit que, par exemple, les sous-traitants aujourd'hui en automobile souffrent particulièrement avec cette politique de stop and go. Et puis, les sous-traitants, par exemple, aéronautiques, ils sont sur une autre problématique. Ils sont sur une forte croissance en fait, des capacités de production. Donc, c'est important d'adapter les indicateurs sectoriels et de proposer des solutions qui sont agiles et travailler en verticalité avec les clients. Merci, cher Alain. C'était complet et précis. On continue à regarder un tableau de bord, c'est plusieurs cadrans. La parole à Thomas Bond de chez Credit Suisse. Je rappelle, et vous voulez la petite… voilà, on va vous la faire passer avec une solidarité totale. Je rappelle au passage que vous travaillez sur un panel de plus d'1,5 million d'entreprises. C'est ça. En fait, on a 1 500 000 entreprises pour 37 milliards d'encours global, ce qui est quand même assez conséquent. On a fait de gros efforts justement sur la perceptibilité du comportement réel des entreprises auprès de leurs fournisseurs. Sur le retour que vous voyez ici, ce qui est flagrant, c'est le retour d'un comportement qui est quand même assez sain pour les entreprises françaises, qui rejoint les commentaires qui ont été faits tout à l'heure.
Par contre, la petite digression, c'est par rapport aux comportements qui ont tendance à être extrêmes et pour lesquels on a des allongements. On voit bien hein, sur le milieu qui est en noir, à plus de 90 jours. Sur les tendances à 30-60 jours, on a quelque chose qui est dans la même tendance. Et sur du 60-90, on est sur quelque chose qui est aussi en accentuation. Donc là-dessus, il faut comprendre qu'on est sur une médiane globale en France qui aujourd'hui se situe à 16,8 jours, donc autant dire 17 jours. Mais ce comportement médian, il doit être recontextualisé par rapport à la position de l'ensemble des entreprises. Derrière ça, effectivement, si on remet les choses sous un angle plutôt sectoriel, la grosse surprise, c'est que des secteurs sur lesquels on s'attendait à avoir forcément un comportement plus erratique, c'est pas forcément sur ces secteurs qu'on aura les comportements les plus détériorés. On le voit, hein, l'hôtellerie-restauration, on est à 8 jours le comportement global, alors qu'on a un bon comportement qui est quand même assez flagrant sur le comportement des entreprises. À l'opposé, on a des comportements dans le secteur du commerce ou dans le secteur de la construction qui sont globalement bons aussi. Donc après, derrière, forcément, on a des surprises sur des secteurs qu'on n'attendait pas forcément, comme la finance et l'immobilier, sur lesquels on a des comportements qui sont plus dégradés que dans une bonne segmentation et qui entraînent des délais beaucoup plus erratiques. Donc ça, effectivement, ça demande beaucoup de discernement et ce sera le maître mot de la présentation que je vous fais, c'est vraiment après au discernement des comportements. Un petit parallèle aussi sur le retour d'inscription des privilèges. Alors, sujet qui est tout doucement en train de redémarrer, hein, avec une volonté affichée par l'URSSAF de lutter contre le travail au noir. Forcément, ça a des conséquences. C'est un retour aussi des inscriptions. Ces inscriptions, bon, par rapport à 2020, forcément, on est sur quelque chose qui est en redémarrage. Donc, le pourcentage qui est indiqué ici est à regarder sous l'angle de ce redémarrage aussi également. Donc, ça veut dire que là, on est à 119%, mais avec une année 2020 où c'était quasiment absent. Donc, forcément, on ne peut pas, comme ça, remettre les choses les chiffres, afficher les chiffres sans les remettre dans leur contexte. Et derrière, nécessairement, on voit que par rapport aux secteurs qui sont attaqués, bah forcément, c'est les secteurs où il y a le plus de masse salariale. Donc la construction, le BTP, le commerce, l'industrie. Dans ces secteurs, ça va plutôt être des entreprises du type PME, mais nécessairement pourquoi? Puisque 75% de la population, hein, je généralise, ce sont des petites entreprises, avec une part quand même assez flagrante des micro-entreprises. Donc forcément, ça a une conséquence derrière sur les chiffres, puisque les chiffres ont une tendance à être objectifs, ça a bien été rappelé tout à l'heure. Et donc, nécessairement, bah, ça se retranscrit naturellement dans les chiffres que je vous présente. Petit parallèle, sur les scores, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, chez nous, chez Credit Safe, on est sur globalement un score médian en France, hein, tout secteur, toute taille confondue, de 42. Donc, c'est un score de risque modéré. Globalement, selon les secteurs, on peut être effectivement sur du 30, hein, du 40, selon les secteurs, notamment, par exemple, je pense au transport, qui est plutôt dans les tendances du 30. Hein. Ici, ce que je vous partage, c'est justement ce dont on parlait par rapport au bilan. Donc, le ressorti du délai théorique client et du délai fournisseur. On voit globalement que sur le délai client, par rapport au délai fournisseur, on a des choses qui se juxtaposent avec quand même une grosse partie des secteurs qui sont en fin de course derrière ici sur le slide, qui sont des secteurs sur lesquels finalement on n'a pas tant de créances que ça, mais où les dettes fournisseurs ont forcément un impact. Donc derrière, forcément, ça se traduit normalement sur le calcul légitime à partir d'un bilan, sur une trésorerie où il y aura un BFR négatif. Donc forcément, où les montants de trésorerie par rapport à la réalité des disponibilités engagées et la réalité des liquidités qui peuvent être dégagées au cours d'un exercice vont être tronqués. C'est la raison pour laquelle on peut se servir de ces chiffres-là pour avoir une tendance, pour s'orienter, mais c'est plutôt une tendance de performance. Est-ce qu'il va y avoir un amour ou un désamour entre le compte de résultat et le haut du bilan en réalité? Donc par rapport à ça, il est important effectivement de regarder les ratios de liquidité. Ce qui est flagrant sur les ratios de liquidité, et c'est le même constat que j'avais opéré aux précédentes assises de paiement, c'est qu'effectivement, il y a eu des dispositifs publics qui sont très bons, très sains, qui ont permis aux entreprises de traverser la période. Malgré tout, sur ces entreprises, il y aura celles qui auront sauvegardé une somme en disponibilité et qui auront une voie de compensation, notamment par rapport à leur endettement financier, et celles qui auront été obligées de l'utiliser. Et si on regarde aujourd'hui ces ratios, qui sont répartis ici par secteur, il est flagrant de voir qu'on est largement en dessous de 1 sur la majorité des secteurs. Donc ça veut dire que sur la perspective qu'on est en train de traverser à la fin de cette année, comme l'année suivante, on va se resituer sur une année où le refinancement va être capital, tout simplement. Donc de ce côté-là, il faut vraiment avoir conscience que la différence va se faire entre les entreprises qui avaient les reins plus ou moins solides avant et à la sortie de la période qu'on a connue, donc de la période de crise sanitaire, hein,
et celles qui, même en ayant eu des dispositifs publics, en ayant été soutenues, auront quand même des fragilités qui feront qu'à un moment donné, elles devront repasser par une forme de soutien. Après, la forme de ce soutien, personne, malheureusement, n'a les données, puisque c'est quelque chose d'impalpable, à savoir est-ce qu'il y a un soutien de groupe, et nous, on prend cette donnée en considération dans nos évaluations. Est-ce que ça va être par un refinancement ou est-ce qu'au contraire, ça va être par une recapitalisation? C'est sûr que ce sont des contextes complètement différents. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que ça va demander beaucoup de discernement et forcément, tous les acteurs entre eux vont devoir jouer le jeu. Maintenant, est-ce qu'un comportement de paiement, puisque c'est l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui, est forcément le signe d'une défaillance? Non. Vous pouvez avoir des sociétés qui sont des sociétés avec des fragilités, un score de défaillance qui va être sur une tonalité modérée et qui ont un comportement de paiement entre 0 et 10 jours. À l'inverse, vous pouvez avoir des sociétés qui ont les reins solides et qui vont avoir un comportement de 20-30 jours. Donc, il n'y a pas de règle standard, il y a vraiment un comportement derrière qui peut être associé à des circonstances, mais qui ne le sont pas toujours. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment se pencher sur les situations de manière individuelle. Et là-dessus, la Banque de France l'a bien compris. Et bien voilà, encore qui était complet. Merci beaucoup. On peut toujours retrouver de toute façon l'ensemble des graphiques que vous avez présentés sur le site des assises des délais de paiement si on a besoin de précision. On poursuit le tour de table avec Gilles Lambert pour Altares, et là aussi avec un premier graphique qui évoque l'évolution des grands retards de plus de 3 mois, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait, merci beaucoup. Oui, peut-être pour commencer, quelques précisions sur la manière de capter cette information et sur l'indicateur qu'on a choisi ici. Donc, la manière de capter cette information est assez simple. Elle provient de données comptables, de la comptabilité client de plus de 15 000 partenaires mondiaux, ce qui nous permet effectivement de faire ce benchmark, puisqu'on va effectivement après nous comparer par rapport aux autres pays européens. Et là, dans le cas de ce graphique, effectivement, on a pris ce qu'on va appeler chez nous les retards critiques, donc avec un taux de recouvrabilité qui va être extrêmement faible. Et donc, plusieurs remarques par rapport à ça. Au début de la crise, on a beaucoup parlé de tsunami, des défaillances, d'explosion des retards de paiement. On s'aperçoit qu'on est passé de 5,7 en 2019 à 6,5. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a une augmentation, mais et beaucoup de propos ont été dans ce sens. Là, aujourd'hui, on a été assez pondéré. On n'a pas eu cette explosion qu'on pouvait effectivement craindre. Cela dit, effectivement, de manière globale, depuis plusieurs années, Jeanne-Marie Prost l'a rappelé également, on a plutôt une réduction effectivement des retards de paiement. Et on est quand même passé là de 5,7 en 2019 à 6,3. Donc, on ne peut pas nier l'impact. Il paraît effectivement être évident. Il n'est pas le tsunami annoncé. Ça paraît aussi être assez évident. Un petit point, et Charles Baptista en parlait également, effectivement, sortir de la première période de confinement, au moment de la reprise économique, c'est là effectivement où les retards sont véritablement apparus. C'est aussi assez logique, c'est au moment de la reprise, effectivement, que la détérioration est le plus importante. Bon, et c'est toujours bien de se comparer. Donc là, on va comparer les retards de paiement de la France vis-à-vis de l'Europe. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a... Comment on dit, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Voilà. On va pas non plus... on est un peu dans une situation entre deux. Effectivement, on peut constater que globalement, en France, on aime bien se flageller, c'est à peu près clair. Et que là, globalement, on est quand même 2 jours de moins en moyenne que dans les autres pays européens. Donc, voilà, la situation n'est pas aussi dramatique que ce qu'on aime bien de temps en temps présenter. Cela dit, on reste quand même avec 12,6 jours, avec des délais quand même loin d'être négligeables. On peut aussi noter que en France, on a non pas surréagi, mais on a effectivement réagi très fort à la suite du premier confinement. Donc là, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. On a aussi eu un retour à la quasi-normale très rapide, mais on est resté quand même malgré tout sur un point haut. Petit point, effectivement, je parlais de notre indicateur tout à l'heure qui était sur les retards critiques, qui est donc la relation entre un fournisseur et son client. Là, on est sur une moyenne qui est une moyenne pondérée par rapport à l'encours. Donc, c'est une vision un peu différente qui est très complémentaire. Donc, voilà sur cette partie-là. Alors,
Si on va Voilà. un peu plus dans le Allons. détail pays par pays, je pense que c'est aussi C'est parlant, oui. voilà, c'est extrêmement parlant. Alors c'est sûr que en France, on aime bien se comparer avec l'Allemagne, on peut se comparer aussi par rapport aux Pays-Bas. Et là, effectivement, on peut pleurer parce qu'il y a. Là, c'est quand même- quand je me compare, je me désole. Là, Voilà, ouais. là, très clairement, très clairement. Et encore, on n'a pas mis le Danemark. Il faut savoir que 90% des relations clients-fournisseurs au Danemark sont avec 0 jour de retard. 0 jour de retard, c'est. Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise ici rêveraient de ce genre de situation. Et on va se rassurer en regardant l'Italie, l'Espagne, le Portugal. J'explique souvent, effectivement, il y a beaucoup de motivations, beaucoup de raisons retard de paiement. Il y a les aspects structurels, les aspects conjoncturels. Il y a aussi la culture. Et je pense qu'effectivement, on voit bien là une différenciation entre ce qu'on aime bien aussi présenter entre buveur de bière et buveur de vin. Donc Charles est plutôt buveur de vin, je suis plutôt buveur de bière. Mais blague à part, effectivement, on voit bien effectivement cette différenciation. Point important, malgré tout, d'autres buveurs de bière qui sont nos amis anglais, eux ne sont pas forcément dans un cadre extrêmement serein. L'Irlande est encore pire. Effectivement, il y a l'effet également dans leur pays de la Covid, mais le Brexit a également rajouté une louche aux difficultés qu'on avait effectivement ressenties. Et puis peut-être, effectivement, pour finir, terminer, cette C'est analyse important aussi, sectorielle, tout à fait, où on voit bien qu'effectivement, le métier de la construction est assez positif finalement. Alors là, on va plutôt être sur quelque chose de structurel parce que les systèmes de facturation dans le métier de la construction, avec de la facturation et des paiements parfois avant échéance par tranche de travaux, favorisent finalement la trésorerie qui permet à ce moment-là de payer en temps et en heure. Le transport, on voit effectivement, et notamment en France, est un peu plus dégradé que la moyenne. Mais en France, on sait qu'on a la loi Guesso, on a une spécificité au niveau de la législation qui fait qu'effectivement, on a des délais de paiement qui sont assez courts. J'ai entendu parler effectivement d'un projet de réduction des délais de paiement. Je pense que c'est intéressant de voir les chiffres que nous avons dans le transport par rapport à cette analyse. Ça peut être quelque chose de sympathique. Dans le commerce de détail, je pense que c'est malheureusement assez clair. Et je voudrais peut-être conclure sur l'industrie, parce qu'on voit effectivement que finalement l'industrie est assez vertueuse en termes de comportement de paiement. Et pour connaître les comportements de paiement, notamment sur cet indicateur de retard de paiement à plus de 30 jours, pour le voir également dans les autres pays hors Europe, et on pourrait citer notamment la Chine, on peut dire qu'effectivement, on a une industrie qui est assez vertueuse, voire très vertueuse en Europe et en France par rapport à d'autres pays du monde. Et je parlais effectivement en particulier de la Chine, où le taux est plutôt aux environs de 17 à 18%. Voilà, qui était très précis encore. Et on va ajouter encore quelques éléments avec Jérôme Mandrion, qui va lui aussi avoir ses slides. Parce que apporter quelques modulos à tout cela, non? Ouais, on va prendre 2 petites études que j'ai recherchées. Donc la première d'Intrum, pour regarder un peu, positionner la France au niveau des pays qui lui sont limitrophes. Et ce qu'on constate à travers ces études, c'est tout à fait intéressant, c'est que grâce aux subventions, la plupart des États, on le voit bien, hein, quand on fait une comparaison 2020-2021, le délai moyen en jours a baissé, hormis l'Italie et la Belgique, mais tous les autres pays, il y a eu des baisses significatives. Et la France n'a pas à rougir, parce que quand on la regarde, elle est à 50 jours par rapport aux différents autres intervenants. Donc là, c'est vraiment une étude intéressante à faire. Et la deuxième, qui est pour moi la plus intéressante. Oui, parce que les habitudes de paiement, là, il y a des distinctions un peu différentes. Hein, ouais. Et la source, c'est de Dun & Bradstreet, et ils font une étude qui est très très bien faite sur les paiements à bonne date. Et moi, j'aime beaucoup, c'est mondial, hein, c'est une étude mondiale. Donc là, j'ai sélectionné les pays pour se comparer. Et comme le disait Pierre ou Frédéric, on a encore beaucoup de chemin devant nous, parce que quand on regarde, vous avez en bas du tableau les pays qui payent le mieux à bonne date. Oui, c'est un tableau à l'envers. Hein, c'est un tableau un peu à l'envers, voilà, c'est pour voir si vous suivez. Je suis. Et donc, on voit le Danemark et les Pays-Bas, ils sont pour le Danemark 89%,
de factures payées à bonne date. Et puis, on regarde les autres qui sont très près. Amusant aussi de regarder, l'Allemagne est quand même assez loin des deux autres pays, Pays-Bas et Danemark. Et quand on va de l'autre côté du tableau, là, on voit effectivement, on retrouve des pays qui ont été cités, et surtout la France, elle est quand même dans le peloton de queue. Et on a encore des marges de progrès pour que la plupart des factures soient payées à bonne date. Voilà ce que je voulais ajouter à ces brillants exposés qui ont été faits avant moi. Et je veux juste préciser que Royaume-Uni, c'est sans S, uni. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'était juste une précision parce que. Merci beaucoup. Jérôme, je crois que tu restes avec moi, hein, il me semble. Oui, absolument. Tout à fait. Merci à Thomas, à Gilles et à Alain. Merci de ces précisions.